Bien. Bonjour, donc je répète, bonjour à tous. On est très heureux que vous soyez si nombreux et que nous soyons ensemble. C'est la première fois qu'on se retrouve ensemble. On a été ensemble séparément et maintenant nous sommes ensemble collectivement. Vous savez, quand j'étais petit, je regardais les dessins animés, les Power Rangers, les trucs comme ça. Et là, il y a Force Verte. Pour que la vanne fonctionne, il faut que je mette ça. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Force Verte, avec Benjamin Stora, avec qui on a fait un podcast qui devient un livre. D'ailleurs, Benjamin Stora est en bas, il a une place spéciale dans la liste. Historien. Benjamin Stora, on a fait France-Algérie, Anatomie d'une passion, qui sort en livre le 23 octobre prochain seulement, aux arènes. Anatomie d'une déchirure. Déchirure. On s'y perd. Il y a tellement de termes qui marchent. Mais le livre est déjà dispo ici et on va en parler ensemble. Anne-Charlène Bézina, Force Rouge, avec qui on a fait 5e République, oui. Anatomie d'un régime en crise, à peine d'actualité, dont la nouvelle édition s'appellera non plus Anatomie mais Autopsie. On a à ma gauche Force Bleue, Romain Huré. Il est en bleu, on a un code couleur, Anatomie, donc États-Unis, Anatomie d'une démocratie. Alors là, pareil, hein, Autopsie, peut-être Autopsie. C'est un podcast et un livre qu'on avait conçu et enregistré juste avant la présidentielle. Et voilà. Et après, je vous dirai pourquoi c'est intéressant aussi de ne pas être en prise exacte avec l'actualité, parce que ça permet aussi d'avoir un regard un peu prendre un peu de champ, avoir un regard un peu décalé. Et quand l'actu arrive dessus, de ne pas avoir le nez sur le guidon. Ou c'est pas le guidon, mais vous avez compris, et d'en parler ensuite. Et puis Force Jaune, ouais, il est pas en jaune, enfin, à ce qu'on voit en tout cas. Force Jaune, Vincent Lemire, que vous connaissez, je pense aussi très bien pour sa BD sur Jérusalem, également aux arènes, avec qui on a enregistré, et c'est le premier podcast et le premier livre qui a lancé la collection, dont le succès a lancé la collection aussi, il faut le dire, il n'y a pas de honte à parler de succès éditoriaux, et ce livre, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, est né, et je vais commencer juste avec toi parce qu'on va après un peu dérouler, et puis le principe c'est quand même, on est samedi matin, il est 9h35, on va essayer de faire un truc un peu vivant, et de privilégier la conversation, comme d'ailleurs on la privilégie dans le podcast devenu livre. Le principe c'est vraiment de converser entre des gens, entre un spécialiste et un généraliste. Si on était médecin, ça serait un peu ça. Moi c'est le généraliste, hein, je suis juste prof d'histoire, j'ai été longtemps, et je pose des questions qui peuvent être naïves, qui peuvent être sincères, qui peuvent être où je me demande mais c'est bizarre, j'ai pas lu ça, ah bon, pourquoi vous dites ça, parce que moi j'avais plutôt entendu autre chose, et donc voilà, c'est une espèce de dialogue. Alors je tutoyais, vous êtes encore les tutoyés vous, mais désormais comme ça passe maintenant à la radio en hebdomadaire, et que France Inter et les auditeurs sont un peu parfois écorchés par le tutoiement à l'antenne, j'ai repris le vouvoiement, mais aussi Non, mais le tutoiement était aussi lié à la rencontre avec Vincent que je connaissais avant, et c'était bizarre de vous voir quelqu'un que je connaissais bien, que j'aimais bien. Et donc juste, je commence avec toi parce que la collection est née, donc d'abord d'un podcast sur France Inter, devenu un livre ensuite avec les arènes. La collection est née au lendemain du 7 octobre quasiment, quand Adèle Van Rett, qui est la patronne d'Inter, me dit « Thomas, est-ce que tu n'aurais pas une idée pour faire un peu de pédagogie ?» Parce qu'on commençait à avoir des mots qui apparaissaient. Il n'y avait pas encore le mot génocide, qui apparaîtra après, mais il y avait le mot Nakba, il y avait le mot pogrom, il y avait des mots qui apparaissaient. Il y a le mot terrorisme. Le mot terrorisme. Il fallait employer ou pas. Ouais, il y avait même le Hamas, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. On ne savait pas très bien c'était quoi cette coalition au pouvoir en Israël. Il y avait plein de questions. Et puis, il y avait des mots comme sionisme, des mots piégés, des mots anciens, etc. Et donc, l'idée, c'était de faire de la pédagogie. Moi, et c'est vraiment ce qui a guidé la collection, j'ai une obsession, c'est de considérer que nos préjugés destructeurs sont nourris par l'ignorance. Et donc plus on sait, après on peut avoir des avis à la fin différents, mais il y a pas, c'est moins des préjugés, c'est des jugements, c'est des jugés, pas des préjugés. Et donc, et là, pour le coup, Vincent est non seulement le premier, mais il est aussi un peu à l'origine, parce que quand Adèle me dit ça, Adèle Van Rett, moi je dis, bon, je vais aller voir Vincent, je me dis, Vincent c'est bien, elle me dit, ah, combien de personnes tu veux? Je dis, une conversation c'est toujours mieux à 2 personnes, parce que je peux continuer, guider, etc. S'ils avaient été 2, est-ce qu'on fait une sorte de parité politique, même si ça n'existe pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, vous auriez parlé, ça aurait été compliqué. Je pense que là, une personne, c'est franchement le plus simple, et c'est un entretien individuel.
Et après, on se dit, quelle entrée faire? Et c'est là où Vincent fait un papier dans Le Monde où il évoque 6 grandes dates, avec à chaque fois des 7 en fin. Et je me dis, c'est une bonne idée, ça, les 6 dates. C'est un bon moyen pédagogique. J'ai été longtemps prof, franchement, ok, tout était construit, mais la chronologie reste quand même une grille de lecture qui permet quand même de savoir où se situent les événements les uns par rapport aux autres, et donc éventuellement leurs enchaînements ou pas. Et on se dit, voilà, 6 dates clés, c'est pas mal, et donc on enchaîne 6 dates, et le principe pour les 4 podcasts que vous avez là, c'est 6 dates, 6 entrées par des dates, et une citation à chaque fois pour entrer dans le sujet. Après, les dates sont pas, c'est des points de prétexte souvent. On peut faire des flashbacks, enfin des retours en arrière, des flash forward, on va en avant, mais la date, l'historien dit cette date est importante, et si vous devez connaître quelques dates, au moins celle-là, c'est des grosses dates ou pas des énormes dates. Je parle beaucoup trop. Vincent, quand on a commencé avec ton podcast et le livre, qui était peut-être le plus sensible politiquement, même si je me rends compte, il y en a un qui va sortir sur l'Algérie, qui ne sera pas de plus forcément ultra apaisé, celui-même sur les États-Unis, où on peut se dire, franchement, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des mots piégés, il y a des choses qu'on ne peut plus raconter, où on est immédiatement objet d'une polarisation, et même la Ve République. Aujourd'hui, des sujets qui semblent apolitiques, ou en tout cas historiques, sont rattrapés par le quotidien. Et c'est aussi ça l'enjeu de notre rencontre aujourd'hui, de voir comment on peut faire concilier les deux. Mais Vincent, je commence avec toi, parce que juste un mot sur l'aventure de ce podcast, de ce livre, qui nous a accompagnés, mais surtout toi, dans tes prises de parole médiatiques, et aussi dans ce désir et ce besoin de faire de la pédagogie. Est-ce que tu as senti très vite qu'il fallait le faire ? Et pourquoi fallait-il le faire? Et la question, je la poserai ensuite aux autres. Ouais, merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je vais raconter très rapidement là, un peu la même histoire, mais de mon côté. On est le dimanche 8 octobre, parce que vous savez que le 7 octobre est un samedi, vous vous en souvenez? Ça fait partie de ces dates dont, a priori, vous saviez même ce que vous faisiez ce jour-là, sans doute. On est dimanche 8 octobre. On était à Blois. Voilà, vous étiez à Blois, moi j'y étais pas. Et je rentre à Paris et le dimanche 8, je suis dans la matinale d'Inter avec Elie Barnavi, qui lui était en duplex à Tel Aviv. Et on ne se connaissait pas, d'ailleurs, Elie et moi, mais on cherche à poser des mots sur ce qui arrive. Et Adèle Van Red descend ensuite à la fin du studio, pareil, en me disant qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et puis Thomas, ensuite, quand tu me le proposes, au début, je prends peur. Franchement, je te dis non, mais il nous faut du temps pour préparer. Il me faut des notes, il faut machin. Et Thomas, il arrive à me convaincre en me disant, mais non, on va le faire vraiment comme ça. Et je vous jure que l'histoire est vraie. On a enregistré les 6 épisodes un mercredi matin de 8h30 à 12h30. À 12h30, c'était en boîte. Et après, on a monté en littéralement 36 heures, puisque c'était en ligne le vendredi matin à 6h du matin. Donc c'est un truc qui, pour un historien universitaire et tout, et voilà. Et tu parles de date. Alors effectivement, moi c'est mon côté prof, quoi. Donc ça marchait bien. 1897, le projectionniste. 1917, la déclaration Balfour. 1947, le plan de partage. 1967, la guerre des 6 jours. 1987, l'intifada. 2007, la prise de pouvoir du Hamas. Donc rappelez que c'est quand même ça notre métier. Moi je continue de penser qu'on avait basculé dans complètement autre chose, donc que nos catégories ne fonctionnaient plus. Et puis tu parles des mots. Et à 12h30, je suis descendu dans un autre studio avec Thomas Legrand, qui faisait ses émissions sur les ismes, et on a fait une émission sionisme. Parce qu'en fait, il l'avait jamais faite. Il avait jamais... Alors que des ismes, il en avait déjà beaucoup, mais comme tu dis, c'était un mot piégé. Et là, il m'a dit, Vincent, on doit faire l'émission sur sionisme. Et on l'a faite pareil, dans l'urgence, quoi. Donc c'est... Voilà, je termine là-dessus, sur le côté urgence. Moi, des fois, depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être un peu un urgentiste de l'histoire. C'est-à-dire, et un urgentiste de l'histoire, c'est quelqu'un qui travaille dans des conditions dégradées. Comme un médecin urgentiste. Un médecin urgentiste, il ne fait pas forcément de l'excellente médecine. Non, mais c'est comme ou de la médecine de guerre. Ouais. Tu t'opères, je veux dire, c'est pas les conditions sont pas idéales, mais t'as pas le choix, faut opérer. Et moi, c'est ça que j'ai l'impression de faire, c'est-à-dire les conditions a priori d'un débat serein ne sont pas réunies, objectivement elles sont pas réunies, et donc j'ai des collègues qui me disent faut pas y aller, et moi je dis on n'a pas le choix, on y va et on fait la moins mauvaise médecine possible, on fait la moins mauvaise histoire possible ou la meilleure possible, et dans des formats comme ça a pu marcher. On va s'arrêter sur on n'a pas le choix, parce que on n'a pas le choix en tant que quoi? En tant qu'historien, en tant que constitutionnaliste, en tant que citoyen, on n'a pas le choix en tant que quoi? On va se poser la question, mais Anne-Charlène, juste,
je suis sûr que le terme d'urgentiste, tu l'entends parce que tu passes beaucoup de tes journées à commenter ce qui se passe. Là, on a essayé, nous, de prendre du champ historique, et dans tes analyses, tu essaies toujours de remettre cette raison historique. Et je t'ai vu, et notamment à côté de moi, face à des gens qui ne connaissent rien et qui affirment des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je crois. Alors c'est vrai que moi je partage complètement le constat, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on était pendant très longtemps assez à l'aise dans nos chairs à expliquer. Alors moi de mon côté la Ve République, ça paraît très procédural, un peu ancien, et les étudiants avaient parfois, quand on en parlait, le sentiment que c'était soit une science morte, soit plus ou moins une science un peu technique qui n'allait pas leur servir au quotidien. Et c'est vrai que depuis au moins 2 ans, les projecteurs sont mis sur la Ve République avec beaucoup, comme tu le disais, de préjugés. C'est-à-dire qu'au fond, on a aussi besoin d'interroger beaucoup notre pratique politique, notre histoire. Et moi, il m'a semblé très intéressant qu'on puisse faire ces 6 dates clés pour se dire que finalement, on ne connaît pas nos institutions. Et moi, il me semble qu'on a un tropisme français à vouloir changer de constitution à chaque fois qu'on a une crise politique que les Américains n'ont pas. Précisément, ils ont la même depuis 1787, ça règle des choses. Et c'est vrai que de ce fait-là, quand on s'est dit, on va faire ce flashback, on va essayer de réinterroger les institutions pour les amener dans le débat public, moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien alors, d'un sens, ça peut nourrir aussi ce sentiment que les politiques tordent l'esprit du texte, mais bon, c'est pas ma faute et je pense qu'il faut le dire aussi parfois. Et aussi parce qu'on fait parfois dire au texte et aux pratiques politiques des choses qui ne sont pas réelles. Donc moi, je me suis dit, finalement, c'est mon job. J'ai un petit peu pris ma constitution en bannière comme toi et j'ai considéré que il fallait qu'on sorte un peu de notre zone de confort de scientifique dans des colloques où on va essayer d'analyser un petit point précis de l'analyse constitutionnelle pour se dire, il faut que les citoyens s'emparent de ce qu'est censé être le texte fondamental. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on connaît la Marseillaise, on connaît le drapeau, mais on ne connaît pas la Constitution. Et pourtant, la Constitution, c'est quand même un peu l'ADN de notre vivre ensemble. Donc, l'histoire de la 5e, ce pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui, la synthèse historique qu'elle propose aussi, ça, j'ai le sentiment qu'on ne lui rend pas assez hommage à ce sujet. Et donc, voilà, c'était une manière de faire une ode à la 5e. On était d'ailleurs un peu dans la période où elle commençait à déjà pas tellement vivre son meilleur moment quand tu m'as appelé, et je me suis dit on fonce parce que je pense que c'est une œuvre de pédagogie ultime, intime et vraiment urgente et importante. Oui, et tu es, et ça tombe bien par rapport à la collection, descendu dans l'arène, mais bien parce que tu dis on sort de nos colloques et on descend dans l'arène. Les arènes, c'est le nom de l'éditeur. Donc je trouve que c'est même intéressant cette idée-là de l'arène dans laquelle ils acceptent de descendre. Et c'est pas évident. Je pense que Vincent a connu beaucoup d'accusations, d'insultes, non, de menaces. Et on parlera de Benjamin dans un instant, qui en a son lot, oui, régulier, quotidien. Ne fais pas le modeste, toi aussi, tu es menacé de mort. Ça fait 50 ans, on s'habitue à tout. On ne s'habitue pas à ça, je pense. Je finirai avec toi. Mais Romain, alors nous, on a une discussion sur la démocratie américaine. On l'a eu, donc je répète, avant la présidentielle américaine. On ne savait pas que Donald Trump serait réélu, mais on savait que la démocratie américaine était fragile. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que moi je vois dans l'actualité quelque chose qui arrive, mais l'économie du podcast fait qu'il y a du temps, et le livre encore plus. Donc c'est pas un pari, mais c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est dans un moment qui va durer, parce que si on sort un livre qui n'a plus aucun intérêt sur une guerre qui est réglée quand le livre sort, voilà, mais on sent bien qu'il y a quelque chose dans la durée, et là, pour le coup, cette question de la démocratie malade, on a fait d'ailleurs le sous-titré comme ça, Anatomie d'une démocratie malade, on sentait bien des éléments. C'était intéressant aussi pour toi d'aller faire un livre grand public pour parler à un public auquel on ne parle pas toujours, et pas toujours comme ça. Parce qu'il faut dire quand même, le podcast, c'est des centaines de milliers d'écoutes. Le podcast, surtout celui avec Vincent, est passé de génération en génération. Il y avait un truc, je l'ai fait écouter à mes petits-enfants. Donc les autres aussi d'ailleurs, hein, mais ça m'avait beaucoup marqué sur celui-là. Donc pourquoi c'est important aussi pour toi, grand chercheur en histoire américaine, qui dirige le HESS, tout à coup de descendre d'un cran. Est-ce que d'ailleurs c'est descendre d'un cran pour toi, l'image de descendre d'un cran pour aller dans cette arène-là, pour parler au très grand public?
Merci Thomas, bonjour à toutes et tous. Non, c'est surtout pas descendre d'un cran. Au contraire, je crois qu'il faut absolument mieux valoriser ce type de travail et d'approche. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire pour les raisons qui ont été dites. Hein. On est tous fonctionnaires ici, je crois. Donc on a aussi une mission de service public. Et cette mission de service public, elle implique de transmettre le savoir public. Un savoir public qui est très menacé et concurrencé. Il est menacé parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le service public. Je pense qu'il y a des gens je crois qu'il y a des gens de France Inter dans la salle et tu en fais partie aussi. Donc il y a des gens qui n'aiment pas la Maison Rouge, c'est ça, on dit sur certaines chaînes de télé, et qui ont envie de démanteler ce service public et de privatiser ce service public. Et avec ce démantèlement, c'est aussi un accès du public au savoir, un savoir qui est contestable, qui est discutable, hein, bien sûr, mais qui est essentiel. Il faut des lieux, il y a sans doute beaucoup d'enseignants, il y a aussi un service public de l'éducation, il y a un service public de la recherche, de l'information. Et donc il faut qu'on s'allie, je crois, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit oui très vite, même si c'est des lieux et des collaborations qui sont sans doute un peu perdues, je crois, dans les années passées. Je dirige une institution, le HESS, qui a eu de très très grandes stars de la télé dans les années 70-80, avec des gens qui faisaient des livres difficiles, mais qui se vendaient à 200 000, 300 000 exemplaires, voire plus. Georges Duby et d'autres, hein, vous connaissez peut-être, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui faisait de grandes synthèses aussi publiques, hein, histoire de la vie privée, histoire de la France, qui était capable de produire un discours à la fois très érudit et dans le même temps ouvert au plus grand nombre. Je pense que ce qui s'est produit dans les années 90-2000, c'était un moment d'essor de l'enseignement supérieur, c'est très bien. Il y a eu beaucoup d'universités qui ont été créées. Il n'y a jamais eu autant de chercheurs aujourd'hui dans le monde et en France. Et dans le même temps, ça a eu un effet assez pervers. Ça a conduit à une hyper-érudition. Oui. On est devenu extrêmement érudit. Je le suis, et tous les gens qui sont autour de la table peuvent produire un discours extrêmement érudit, hein, qui parle uniquement aux chercheurs et aux chercheuses, dans des revues hyper spécialisées, à l'étranger et ailleurs. Et dans le même temps, on a perdu cette capacité à parler à l'extérieur. Et je crois que là, il y a un enjeu essentiel. Nous vivons une des périodes les plus compliquées. Moi, j'ai une cinquantaine d'années. J'ai jamais connu une période aussi difficile de mon existence. En plus, je travaille sur un objet, les États-Unis, que moi-même je ne comprends plus, alors que j'ai travaillé 25 ans dessus. Donc ça devient le monde, les repères se perdent. Hein. Quand je dis souvent que Donald Trump a fait mentir 50 ans de recherche en études politiques, en histoire, en sociologie des États-Unis. Et si nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés, que nous n'avons peut-être pas les outils pour comprendre ce qui se passe, ça pose un vrai problème de notre statut aussi. Hein. Et donc je pense qu'il faut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde pour des raisons politiques, des raisons scientifiques. À cela, je tiens à saluer, parce qu'il ne va pas le dire, mais et personne peut-être le lira, en tout cas, il faut le dire, remercier Thomas, parce qu'il fait un travail fantastique de médiation scientifique, comme on dit de manière un peu scientifique. Et il faut des gens, il faut des passeurs. Je ne suis pas en capacité de le faire. Je pense que tous les gens autour de la table ne pourraient pas le faire sans lui. On a besoin de gens qui sont au milieu, de radios qui nous soutiennent, d'éditeurs qui nous soutiennent, pour que on arrive à faire passer autrement notre savoir. Et c'est ce que j'ai trouvé formidable dans l'aventure. On a enregistré, je crois, de 10h à 12h15. On a mis 2h15, on a fait plus court que toi. On a été très rapide, sans notes, je tiens à le dire, je pense que c'était essentiel. Ouais. Moi, je ne voulais pas avoir de notes, sinon ça allait casser les choses si on commençait à savoir. Enfin, on avait préparé en amont les dates et le reste, et on avait le déroulé. Mais je pense que si on l'enregistrait demain, on dirait la même chose sur le fond, mais on le dirait autrement. Donc il y a une très très grande part de direct qui est essentielle, je crois, à l'intérêt aussi. Et on en avait parlé avant, et c'est là que l'homme de radio a des choses à nous dire. Et on a réenregistré, pour la petite histoire, puisqu'on était tellement dans l'urgence, et j'aime bien la formule d'urgentiste, puisque je peux le dire, il n'y a rien à cacher. Non. Le dernier épisode, par exemple, a été réenregistré, puisque quand on enregistre, c'était fin mai, je crois. Ouais. On a un scénario de fin qui est différent, et pendant l'été, il s'est passé plein de choses. L'été avant l'élection, donc on a réenregistré fin août, je crois, le podcast. D'ailleurs, on n'est pas habillé pareil, si vous voyez la vidéo. On est plus bronzé et on a l'air plus reposé que dans les 5 premiers. Voilà. En tout cas, non, c'est pas du tout descendre d'un cran. Au contraire, c'est monter d'un cran, je crois.
le monde, mes enfants, vos enfants, vos petits-enfants, tout le monde a besoin de comprendre. Et je suis très surpris de voir l'intérêt. Il y a eu beaucoup il y a eu un papier dans Le Monde récemment sur l'intérêt des plus jeunes pour la géopolitique. Il y a une option maintenant. AGGSP. Voilà, tu sais la prononcer mieux que moi, même si mes enfants l'ont, et qui attire beaucoup de jeunes. Et je pense qu'il y a une envie de comprendre, une envie de décrypter. Donc c'est pour toutes les générations, mais moi j'ai surtout pensé aux jeunes générations qui ont besoin d'être aidées. Merci beaucoup Romain aussi pour tes mots qui me touchent beaucoup. De toute façon, dans ce que tu as dit, il y a des choses qu'on va creuser ensemble parce que la question de la transmission du savoir, dans un moment aussi où l'histoire est instrumentalisée. Je pense qu'on n'est pas non plus... À la fois, il y a une crise certainement de la connaissance, mais il y a aussi en regard, et peut-être aussi en effet, une histoire qui est instrumentalisée par ceux qui ont intérêt. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à Benjamin, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que malgré tout, dans les livres qu'on a faits, on attend celui qui sort bientôt avec Benjamin, mais je crois qu'on n'a jamais été critiqué sur le fond. Et sur Israël-Palestine, je pense qu'il y a des gens qui nous attendaient avec un fusil, un couteau ou un fusil, parce que c'était France Inter, c'était toi, c'était moi, c'était le service public. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont raconter, quoi. Et en fait, ça ne nous est pas arrivé. Sur les États-Unis, pareil. Et sur la 5e, pareil. Donc, c'est quand même un signe qu'on a essayé aussi de raconter, enfin voilà, d'être le plus honnête possible dans le savoir et le plus objectif dans le savoir délivré, ce qui fait évidemment partie de notre travail. J'en viens à Benjamin et à ce livre qui va sortir dans quelques jours, le 23 octobre, qui est déjà là, qui est le plus gros de ceux-là, parce que ce qu'on s'est dit, hein, c'est que France-Algérie, les gens connaissent beaucoup, et on s'est dit qu'il fallait peut-être donner encore plus pour ceux qui étaient déjà intéressés par le sujet. Benjamin, tu as dit, ça fait 50 ans qu'on m'attaque sur ce sujet-là. Non, mais, et alors toi, pour le coup, ton œuvre scientifique, elle a toujours marché sur deux pieds. Il y a toujours une partie académique de très haut niveau et une partie très grand public. Pourquoi ça a toujours été important pour toi et en quoi ce livre s'inscrit aussi dans ce long parcours académique qui est loin d'être achevé? Achevé, si, quand même, à 75 ans. Loin d'être achevé. C'est quand même à la retraite maintenant, il faut dire la vérité, quoi. Mais j'ai commencé à travailler sur l'Algérie en 1974 en soutenant mon mémoire de maîtrise avec Jean-Pierre Rioux. Nous sommes en 2025, ça fait donc 51 ans que je travaille sur cette histoire, mais ce qui n'empêche pas certaines personnes de considérer que je ne connais pas grand-chose à tout ça. C'est classique. Non, mais on a fait ce livre d'abord parce que l'actualité, entre guillemets, franco-algérienne est venue nous percuter de plein fouet. En vrac, et on aura l'occasion d'y revenir, mais la rupture des relations diplomatiques, j'emploie volontairement ce terme, entre deux pays, la France et l'Algérie, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'indépendance, depuis 1962. Donc c'est considérable, c'est un événement, disons, considérable. Il y a eu l'arrestation de Boualem Sansal, bien sûr, mais il y a eu aussi le fait qu'il y a eu dans l'actualité la déclaration d'un journaliste, c'est Jean-Michel Apathy, qui a parlé de massacres en comparant les massacres de la conquête coloniale du 19e siècle avec ce qui s'était passé à Oradour, qui a créé une émotion considérable et qui nous a amené à, en fait, ça nous renvoie directement peut-être au travail de Vincent Lemire, qui nous a amené à réfléchir sur les origines de toute cette histoire, plutôt que de commencer par la fin de cette histoire. Le drame, c'est que trop souvent, malheureusement, on a tendance à considérer toute cette histoire très compliquée et très cruelle par sa fin. Exode des pieds noirs, massacre des harkis, soldats traumatisés, enfin, je ne vais pas faire l'inventaire. Hein. Et on ne sait pas et on ne comprend pas, disons, quel est le démarrage de toute cette histoire, dans quel engrenage nous sommes entrés dans toute cette histoire. Et donc, dans ce livre que nous venons de faire tous les deux, on a accordé beaucoup d'importance au XIXe siècle. C'est ça la grande nouveauté, c'est-à-dire que plus on s'éloigne,
disons, de l'indépendance de l'Algérie, et plus on revient au 19e siècle. C'est-à-dire disons qu'on revient près de nous, c'est-à-dire que les 2 siècles, puisque en 2030, on va fêter le bicentenaire de la conquête de l'Algérie, le bicentenaire, ça fait 2 siècles. Et en fait, on a le sentiment que c'est là, devant nous. Que cette histoire, par son traumatisme, par ses problèmes, par les blessures de l'histoire, qui traversent toute une série de communautés très nombreuses dans la société française et algérienne, sont toujours très présentes. Donc le livre, il est à la fois percuté par l'actualité, une actualité qui nous renvoie, disons, à la question des origines. Donc de qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc la question de l'antériorité. Et les disputes autour de l'antériorité. Qui étaient les premiers ? Qui sommes les premiers ? C'est pareil, pour terminer, c'est pareil sur la Terre bien Sainte. sûr. Et pour terminer, je dirais ce qui percute aussi ce livre et l'actualité, c'est la Ve République. Parce que la Ve République est née de la guerre d'Algérie, en 1958. Et qu'aujourd'hui, tout le monde discute de faut-il ou pas revenir sur la Ve République, l'aménager, la dépasser, tout ce qu'on voudra, enfin bref. Mais c'était la guerre d'Algérie. 1958, 1959, 1960. Donc, qu'on le veuille ou non, de manière inconsciente peut-être, et quelquefois peut-être une sorte de secret de famille, on n'en parle pas beaucoup, le fait de la naissance, de l'origine de la Constitution de la Ve République. Quelle est l'origine ? Pourquoi est-ce que cette Constitution a été créée et à quelle fin ? Donc, on en revient encore une fois à la question de l'origine. Donc, pour terminer, je dirais que ce livre, il est un livre sur l'antériorité. Il est un livre sur les origines. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qui unit un peu cette collection. C'est d'ailleurs, on a respecté l'ordre chronologique, on commence pas on aurait pu, hein, franchement, en média, ce qu'on doit faire en média, si on est un média, si on suit la règle, c'est on commence par aujourd'hui. Épisode 1, aujourd'hui, et après on déroule comment on en est arrivé là. Mais moi, je me suis dit, il ne faut pas faire ça. Il faut accepter l'idée de la chronologie et l'assumer complètement. Moi, je fais un petit chapeau. Hein. Je dis au début, voilà pourquoi on fait ce sujet. Mais on va commencer, Vincent Lemire, en 1897. Pourquoi cette date est importante ? Et c'est très intéressant de revenir aux origines. Parce que c'est parfois là que le bas blesse, parfois là que les crispations se font, parfois là que les incompréhensions se nouent. Un mot sur la 5e, parce que Benjamin a dit les origines de la 5e. Parce que je pense que vous êtes là, pas uniquement pour qu'on vous raconte comment on fait des livres et comment on fait des émissions, mais pour apprendre des choses aussi. Et donc, je pense qu'on va passer un moment aussi. Et la question que je vais vous poser à chacun d'entre vous, et c'est Benjamin qui me donne l'idée de le faire après ce qu'il vient de dire, quel serait selon vous le moment de l'histoire important qu'il faut avoir en tête pour éclairer le tumulte du présent ? Vous avez le temps de vous préparer chacun. Attention. On a 5 heures Vous avez 5 enfin, secondes. Mais Anne-Charlène est une machine, donc elle va répondre. Ouais, c'est très gentil. Une machine à remonter le temps, donc si j'ai bien compris. Le moment que je choisirais pour expliquer quoi, le Cornu 2, la catastrophe dans laquelle nous sommes. Peut-être la France malade du présidentialisme. La France malade, moi je choisirais immanquablement 2017. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On a fait notre dernier chapitre 2022 en se demandant pendant longtemps si on faisait un chapitre 2017. Mais je crois qu'en fait, on a sous-estimé beaucoup de choses dans la France de la Ve République, qui était la capacité qu'on avait à finalement être des Anglais et des Américains sans le savoir. C'est-à-dire qu'on avait installé un bipartisme assez structurant en considérant qu'il y avait une majorité et une opposition, même si c'est intéressant de le dire. En France, on s'est absolument jamais structuré comme ça. C'est le Conseil constitutionnel qui, d'ailleurs, en 2007, rend une décision qui passe complètement inaperçue et qui dit mais l'opposition, je suis désolée, mais je connais pas. Il y a pas dans la Constitution. On n'est pas structuré comme des oppositions. On n'aime pas ça. En France, c'est pas notre histoire. Et pourtant, majorité, opposition, gouvernement qui peuvent s'alterner et donc espoir, parce que alternance égale espoir, égale construction. En Grande-Bretagne, par exemple, le Shadow Prime Minister, eh bien, il est en face du Premier ministre, donc ils se tiennent en joue, en quelque sorte. On est à côté d'un château, donc je pense que la métaphore médiévale est toujours intéressante. Mais c'est surtout qu'en 2017, avec la théorie du dépassement, on crée ce
ce qu'on a pu appeler l'extrême centre, et on pousse nécessairement les oppositions dans les extrêmes. Et en créant ce centrisme, on crée la fameuse trifracturation, tripartition de notre Assemblée nationale que nous vivons aujourd'hui, et on amène finalement à créer autour de l'homme qu'est le président un parti qui va le propulser, qui n'est autre que lui, au fond, En Marche. Et les initiales, voilà. Emmanuel Macron. On ne se rend pas compte. Non, mais c'est pas une blague, c'est vrai. C'est vrai. EM. On l'oublie un peu parce qu'on a Voilà. une mémoire assez fragile. Mais... Et je pense qu'en 2017, tout était contenu, c'est-à-dire finalement la poursuite ensuite d'une majorité relative, parce que quand le président s'épuise, eh bien le parti s'épuise, et de ce fait, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas sur sa jambe majoritaire. Et donc aujourd'hui, on est, à mon avis, à l'acmé d'une crise de la pratique politique des institutions. Alors, je sais que souvent, là aussi, moi, j'essuie pas mal de critiques sur le fait d'être trop optimiste ou de pas forcément connaître mon sujet. Là aussi, quand je dis qu'on n'est pas dans une crise de régime, et je le maintiens, parce que je ne vois pas ce que le régime a à se reprocher dans le fait que Sébastien Lecornu démissionne lundi et soit renommé vendredi. Puisque, au fond, la motion de censure n'a pas été activée. Rien dans la Constitution n'a à contraindre la main du président de la République. Et je le rappelle souvent, le roi d'Angleterre n'est pas contraint pour nommer son Premier ministre, à part par la vague majoritaire qui vient d'emporter le Premier ministre dans sa victoire, dans sa joie. Et aujourd'hui, en France, on n'a plus ça, on n'a plus de vague majoritaire, on n'a plus véritablement de repères présidentiels. Et à mon avis, 2017 crée 2022, qui crée 2024. Mais j'ai espoir qu'avec les mêmes institutions, avec évidemment, je ne crois pas que c'est parce que j'aime la Constitution de la Ve République qu'il faut qu'on l'enferme dans du formol. C'est parce que tu as tous tes cours préparés, c'est pour ça. Ouais, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Mais moi, je me dis qu'on a quand même pas mal de pistes pour que ça aille mieux. Référendum, consultation populaire, proportionnelle, inversion des calendriers, septennat unique. Il y a beaucoup de choses à penser pour essayer de sortir le président de son assemblée, pour raviver le Premier ministre. Mais c'est pas nouveau. Je croyais que tu allais dire sortir le président de l'Élysée. Ça, moi, je suis pour le jeu normal des mandats, parce que j'aime pas les élections de 35 jours. Mais voilà, je parle trop, tout simplement pour dire que cette Ve République, elle me semble pas forcément malade de son être, mais de la manière dont on l'a fait vivre au quotidien. Donc on remonte pas en 58, en 62 pour comprendre que le verre était dans le fruit à ce moment-là. Je suis pas sûre, parce qu'en fait, je suis sûre que si on avait pratiqué comme en 2017 la Constitution comme on l'a pratiquée en 58 et en 62, on n'aurait pas eu le même résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait en 2017 ? Le gaullisme, c'est-à-dire au fond cette idée de se dire je n'accepte pas la majorité relative, ça aurait pu amener à ce qu'on n'ait jamais la cohabitation. Donc De Gaulle en 86 a démissionné depuis longtemps. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les hommes ont créé aussi des coutumes de la Constitution que la Constitution ne contient pas. Et c'est ce qui est fabuleux dans notre science, et moi j'essaye de le dire aux générations futures, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le savoir il n'y a rien d'immuable. Et je pense que c'est ce que démontrent aussi ces collections. On a réussi à faire des ouvrages qui vieillissent pas parce qu'on a voulu prendre un prisme large, mais il faut pas oublier que justement notre savoir il périme par la formidable magie de la pratique. Le talent. Romain, je suis sûr que tu as envie de parler après Anne-Charlène. Magique, ouais. Pareil, même question sur le... allez, on peut pas dire que la démocratie américaine soit en santé flamboyante. Est-ce qu'il y a, selon toi, un moment d'histoire qui doit être connu, qui soit connu ou pas d'ailleurs du grand public, mais qui permet peut-être de comprendre, et je pense que c'est bien avant l'élection de Donald Trump, j'imagine, connaissant ta passion pour le temps un peu long. Voilà. Est-ce qu'on doit avoir aussi en tête des événements plus anciens pour aussi comprendre l'état de la démocratie américaine aujourd'hui ? Oui, ça marche, oui. Merci Thomas. Je pense, oui, il faut absolument regarder le temps long de l'histoire aux États-Unis pour une raison très simple, c'est que les acteurs eux-mêmes se réfèrent sans cesse au temps de l'histoire. Donald Trump, si vous l'écoutez, parle toujours d'histoire des États-Unis, chaque discours, chaque intervention. Et il utilise même l'histoire pour apaiser, modérer la radicalité de ce qu'il est en train de faire. Je trouve qu'il y a un usage de l'histoire qu'il faudrait creuser, qui est le recours à l'histoire pour expliquer l'inexplicable, expliquer ce qui est très violent. Exemple très concret, lorsqu'il a mis en place ce programme d'expulsion massive d'immigrés illégaux, il fait référence toujours à une loi de la fin du XVIIIe siècle pour expliquer qu'avant lui, des générations l'ont fait, qu'il n'y a rien de neuf et que l'histoire des États-Unis nous apprend que d'autres avant lui ont expulsé des étrangers en situation illégale. Donc ça, c'est la première réponse que je pourrais te faire.
l'importance de l'histoire dans le débat politique aujourd'hui aux États-Unis. Le deuxième point important, c'est la manière dont s'opposent en ce moment aux États-Unis deux conceptions très fortes de l'histoire des États-Unis, des temps fondateurs. Ça a été évoqué, la Révolution, la Constitution, 1787. Et il y a des oppositions qui sont totalement contradictoires. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire des États-Unis, à part au moment de la guerre civile, au milieu du 19e siècle, dont on parle dans le livre aussi, deux camps qui ont des lectures, des textes fondateurs totalement opposés. Rien ne les relie aujourd'hui, ils sont incapables d'être dans une même pièce et d'être d'accord sur le sens de la déclaration d'indépendance et de la Constitution des États-Unis. Pour prendre un exemple très simple, ce qui anime beaucoup aujourd'hui les débats aux États-Unis, c'est ce qu'ont voulu dire les pères fondateurs. C'est omniprésent. Si vous connaissez un peu le pays, on parle tout le temps des Founding Fathers, les pères qui ont fondé le pays, ces hommes, parce qu'il s'agit essentiellement d'hommes, qui ont fondé à la fin du XVIIIe siècle les États-Unis. Il y a deux manières de lire leurs pensées. Il y a une manière qu'on qualifie d'originaliste. Alors c'est un terme un peu compliqué pour expliquer qu'il faut revenir aux origines mêmes. Et on parle à nouveau des origines, de ce qui s'est passé avant. Aux origines mêmes du texte, il faut se limiter au texte des origines et ne surtout pas l'interpréter autrement. Pour prendre deux exemples très simples et très parlants, les conservateurs, Donald Trump, disent très clairement que les pères fondateurs n'ont jamais pensé à la sécurité sociale et au mariage homosexuel. Et c'est vrai. Je pense qu'ils n'ont jamais pensé à créer un système de sécurité sociale, d'assurance sociale, et ils n'ont jamais pensé au mariage d'hommes et de femmes du même sexe. On est tout à fait d'accord. Et donc Trump et d'autres disent il faut revenir à ça. Il faut revenir à la pensée des pères fondateurs, pensée qui est sacrée. Et la Constitution et la Déclaration d'indépendance sont vus comme des textes sacrés, qui auraient été inspirés par Dieu lui-même. On aurait chuchoté à Jefferson et à d'autres. Dieu aurait chuchoté ces termes-là de promesse du bonheur. Le peuple élu, absolument. C'est le pays de Canaan. Et on renouvelle l'expérience. Refait le monde à nouveau, la Nouvelle Jérusalem, etc. On repart à zéro. Et donc ça, c'est une lecture originaliste. Et à côté de ça, il y a des gens qui souhaitent vraiment mettre en place une lecture qui est adaptée au réel, en disant ces textes-là sont plastiques. Et c'est l'une des forces des États-Unis, d'avoir un système constitutionnel. Et Anne Charlène a dit quelque chose de très important, c'est qu'en France, on en a la 5e, et beaucoup parlent déjà d'une 6e. Aux États-Unis, on a gardé la même. Et on a fait dire à la Constitution tout et son contraire. Ouais. Et c'est assez exceptionnel. On lui a fait justifier l'esclavage, la ségrégation, et 50 ans plus tard, dire que non, l'esclavage, la ségrégation étaient contraires à la Constitution. Donc il y a une plasticité du texte, parce qu'elle est très courte. On insiste souvent sur la brièveté de la Constitution des États-Unis par opposition à la Constitution française, qui est très lourde, très compliquée, avec beaucoup d'alinéas, qui, en période de crise, rend les choses très, très compliquées. C'est le cas en France, où on voit bien qu'on est limité par la précision des constitutionnalistes français en 58. Aux États-Unis, si vous la lisez, elle dit à peu près tout et son contraire. Il y a des mots très vagues. On a des mots comme bonheur, bien-être, etc. Donc on peut très bien leur faire dire ce qu'on veut. D'où l'idée, c'est ce que veulent les démocrates, que la sécurité sociale et le mariage homosexuel peuvent être présents dans la Déclaration d'indépendance et dans la Constitution. Dernière chose, et je m'arrête, je pense qu'il y a un moment clé dans cette histoire-là, qui a un temps plus court, ce sont les années 60. Et j'ai voulu, tu te souviens, on en avait discuté, qu'il y a un chapitre, c'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, le 4e, sur 68 et sur les années 60. Aujourd'hui, on voit très bien que cette décennie-là, les années 50, 60, sont les moments de la rupture. Et le moment où ça devient impossible de réconcilier le pays. Avec d'un côté ce qu'on appelle la révolution des droits. La Cour suprême, les institutions vont légitimer la révolution des droits. Ça veut dire très concrètement, on va donner des droits aux Afro-Américains qui n'en avaient pas. Les grandes lois de 1964 et 1965, il n'y a plus de ségrégation, ils ont les mêmes droits, ils peuvent circuler comme ils veulent, aller où ils veulent, voter, bien sûr, et à d'autres populations minoritaires, les homosexuels par exemple. Et donc on va avoir cette dynamique extraordinaire d'agrandissement de la démocratie par cette révolution des droits, qui dans le même temps va devenir un objet très fort de contestation du comté conservateur, et qui va en faire son cheval de bataille jusqu'à aujourd'hui. La conquête de la Cour suprême,
elle démarre à ce moment-là. Hein. Je crois que je le dis dans le livre, mais ou peut-être dans le podcast, dans les années 60, les conservateurs se comparent à des trotskistes. Ils disent on n'a pas le pouvoir, mais on va le conquérir. On est minoritaire, on est ultra minoritaire. Minoritaire sur les campus, minoritaire dans les médias, minoritaire partout. Et ben on va faire comme les trotskistes. Et ils s'inspirent de Lénine, ce qui est assez drôle. Hein. Les héritiers de Trump s'inspiraient de Lénine en disant on va utiliser la même méthode. Et dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on sera à Washington. Et ils vont le faire. Et ils le font. De manière très, très forte. Hein, en termes de conquête du pouvoir, conquête des institutions et de financement aussi qui vont permettre ça, ils vont prendre le pouvoir avec cette idée qu'il faut absolument démanteler les années 60 et que cette décennie-là, elle a conduit le pays à la décadence. Hein. Reagan appellera ça Morning Again in America, hein, le matin qui se lève à nouveau sur les États-Unis. Trump dira Make America Great Again, hein, en effaçant les années 60, en effaçant tout ce chemin vers la décadence. Donc il y a un moment clé, il y a une décennie clé, les années 60. Vincent ? Alors moi j'ai une proposition, Thomas. Il faut que tu fasses un podcast avec nous. Non, parce qu'en fait, il y a un truc qui me frappe énormément, c'est la conversation. En fait, c'est les interconnexions en fait entre tous ces sujets qui sont. Je te coupe parce que ça, c'est mon obsession. Et ce que je fais à la télé aussi. Je suis persuadé qu'on est plus intelligent et quand on est plusieurs à se parler. Ouais. C'est con, hein. Bah là, mais c'est une idée folle, hein. Dans un monde où on parle plus avec personne à part avec son téléphone portable, la conversation est fertile à condition que les gens s'écoutent. C'est juste ça, en fait. On est mieux que ChatGPT, en fait. C'est ça. Là, on s'écoute et donc alors, là, il y a des échos incroyables. Alors, il y a les arènes sont là. On va non, mais alors, en Israël, il n'y a pas de constitution. C'est un pays sans constitution. Alors, donc c'est hyper plastique. C'est tellement plastique que le président Herzog peut déclarer il y a 10 jours à la presse « J'étudie avec les juges une possibilité d'amnistie présidentielle pour Netanyahou ». C'était pour essayer de l'encourager à signer en lui disant « Tu iras peut-être pas en prison, quoi ». Et là, il y a des journalistes qui se sont dit « Mais d'où le président aurait un... » En fait, il n'a pas. Mais bon, il pourrait parler avec des juges et l'encourager. Bon. Il n'y a pas de constitution. Par ailleurs, ça dit beaucoup de choses d'Israël. Vous savez qu'il y a des liens entre l'histoire sioniste, l'histoire israélienne et l'histoire des États-Unis qui sont sans fin, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a 2 peuples élus, c'est des terres de conquête. Voilà. Israël, c'est aussi un pays qui n'a pas de frontières. Si vous demandez, il y a pas, c'est écrit nulle part où sont les frontières de ce pays. Et c'est également un pays qui n'a pas d'état civil. Donc voilà, c'est beaucoup plus. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, par exemple, si tu ne peux pas te marier si tu ne te maries pas devant des autorités religieuses. Donc soit des rabbins, soit des prêtres, soit un imam. Si tu veux te marier civilement, tu prends l'avion, tu vas à Chypre, tu te maries et tu fais reconnaître ensuite ton mariage par un consulat. Enfin, c'est tout un truc. Il n'y a pas d'état civil. Pareil pour les enfants, question de néophyte, de se faire Pareil comment tu enfants. fais reconnaître tes enfants, comment est-ce La même chose. Mais oui, puisque c'est le rabbinat qui te reconnaît ta judéité. Hein, et il y a d'ailleurs en ce moment, pareil, un grand débat qui traverse Israël, le rabbinat israélien et la diaspora juive états-unienne, qui, comme vous le savez, est la première du monde. Hein. Il y a 15 millions de juifs à peu près dans le monde, il y en a 7 millions en Israël, il y en a 5 millions aux États-Unis. Après, la 3e communauté, c'est laquelle ? Française, 500 000. Et puis après, vous arrivez à quelques dizaines de milliers dans d'autres pays. Hein. Je crois que plus d'un habitant blanc sur 2 à New York est juif. Oui. Et donc, ce qui se passe en ce moment aussi en Israël, c'est des rabbins qui remettent en cause la définition extensive de la judéité qui a une implication directe sur le droit à immigrer ou pas en Israël. L'Alia. Aujourd'hui, vous le savez, le droit israélien a repris en fait de façon très explicite en fait les cadres, les catégories nazies, mais pour une raison logique, cohérente et pour le coup légitime, de dire si quelqu'un pouvait être menacé en tant que juif pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis, alors il a le droit au refuge en Israël. Et donc, on va tordre le bras aux rabbins et on va dire qu'il suffit d'avoir un de ses 4 grands-parents juifs, loi de Nuremberg, voilà, y compris si c'est que du côté paternel, donc c'est totalement pas rabbinique, et vous avez droit au refuge et donc vous avez droit à la citoyenneté israélienne. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en Israël disent
en fait, le problème, c'est que ça fait rentrer plein de mauvais juifs en Israël. C'est totalement, c'est dit, voilà. Ça fait rentrer plein de Russes qui sont plus juifs du tout, et ça fait. Il y en a qui n'étaient pas juifs du tout, même. Aucun des quatre. Il y en avait qui étaient effectivement. On en a fait rentrer beaucoup pour les mettre dans les colonies parce qu'on en avait besoin à ce moment-là. Et puis ça fait rentrer plein de juifs libéraux états-uniens qui sont en fait qui vont pas avec le projet du pays. Et donc cette restriction contribue aussi à creuser le fossé entre Israël et la diaspora américaine, qui a des conséquences majeures, y compris sur ce qui vient de se passer lundi dernier et sur le fait que Trump a tordu le bras à Netanyahou parce qu'il y a un basculement de l'opinion publique états-unienne dans la communauté juive, mais aussi dans la sphère MAGA, qui est hyper forte. Alors, donc, il y a ça. Alors, moi, s'il y a une date, je prends la première, je prends 1897. Donc, le premier congressionniste à Bâle, et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. D'abord, donc c'est Theodor Herzl. Donc s'il y a un père fondateur, tu parlais des pères fondateurs, c'est bien lui. Theodor Herzl, il est mort en 4. Merci. Je me disais bien que j'allais dire une bêtise. 1904, merci. Il n'est pas là au congrès de 1905, c'est ça. Donc, en fait, oui, s'il est mort, en effet. Voilà. C'est pour ça que j'ai 1905 dans la tête. Il n'est pas là, mais voilà. Donc, ce qui reste, c'est ses textes. Et donc, qu'est-ce que Herzl a dit? Herzl, il est en 1895, il est à Paris. C'est aussi les interconnexions. C'est aussi une histoire française, hein, l'histoire du projectionniste. Il est à Paris et il assiste à l'affaire Dreyfus. Et c'est un choc pour lui. Il se dit, si c'est possible en France, patrie des droits de l'homme, si un juif qui est hyper intégré à la République, officier français, laïque, un israélite, voilà, vraiment un fou de la République, comme on le disait, peut être ciblé par une campagne antisémite, alors c'est possible partout. Et donc, il faut un refuge national pour les juifs. Et il écrit l'État des Juifs en 1896 et premier congressionniste 1897. Vous voyez, ça va très très vite, quoi. 2 ans après, même pas 18 mois après, le maire de Jérusalem, Joseph Halidi, écrit à Theodor Herzl en français, parce qu'à cette époque-là, on s'écrivait en français. Herzl est à Vienne, il est revenu à Vienne, Halidi est à Istanbul, et il lui dit, en tant que maire de Jérusalem, je peux vous dire, cette histoire va mal finir. Le projet sioniste est tout à fait louable, et je comprends, je vois l'antisémitisme, etc. Mais faites ça ailleurs. Et vous savez que dans le congrès sioniste à l'époque, jusqu'en 1905 précisément, il y a ce qu'on appelle les territorialistes qui considèrent que le plus important dans le projet sioniste, c'est la sécurité. C'est pas la Terre Sainte. Et que, objectivement, on sera plus en sécurité en dehors de Palestine qu'à l'intérieur de la Palestine. Et puis si finalement c'est ceux qu'on appelait les Palestiniens qui l'emportent en 1905, on va faire le sionisme en Palestine, en tout cas, on va essayer de ne pas être au cœur des sociétés autochtones et donc en Cisjordanie. Et je termine là-dessus pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est très clairement, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toute la gauche sioniste israélienne, ce qu'il en reste, mais intellectuellement elle est encore vive, c'est un projet post-sioniste. En fait, le projet de Netanyahou, c'est un projet jabotinskien, Vladimir Jabotinsky, qui lui-même se considérait comme un sioniste révisionniste, qui disait dès les années 1920, il faut dépasser Theodor Herzl, il ne faut pas passer par la diplomatie, notre projet ne fonctionnera que par la force brutale. Hein, Ben Gurion le qualifiait de Hitler israélien, voilà. Hitler juif. Et c'était donc et le père de Netanyahou était son. Et le père de Netanyahou, Benzion Netanyahou, historien, était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Netanyahou, c'est à minima un sioniste révisionniste et, disent beaucoup d'Israéliens, un post-sioniste, c'est-à-dire quelqu'un, c'est quoi un post-sioniste? C'est quelqu'un qui a mis de côté ce qui était au cœur du projet, c'est-à-dire la mise en sécurité des juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. Le projet sioniste, c'est rien d'autre que ça. Si on revient au cœur du projet. Et clairement, Netanyahou et son gouvernement aujourd'hui ont mis de côté ce projet, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Hein. Ils savent très bien que d'aller créer des colonies en plein cœur de Hébron, c'est dangereux, on va dire. C'est pas. Donc on met de côté ça et on remplace par un autre projet qui n'est pas le projet sioniste, qui est un projet de restauration messianique, etc. Donc voilà, l'histoire éclaire le présent avec juste cette date-là. On en a la preuve a priori
clair et net. Merci. Benjamin, tu n'avais pas dit de date, toi, pareil, donc je reviens vers toi. Qu'est-ce qu'il faut connaître du 19e siècle, puisque tu as dit que c'était important de revenir au 19e, pour aussi comprendre, et c'est peut-être au 20e, c'est toi qui décides, mais pour comprendre la permanence de cette déchirure entre ces deux rives de la Méditerranée qui sont pourtant marquées par de très nombreux liens culturels, affectifs, familiaux. Et pourtant, il y a quelque chose qui résiste. Et cette résistance, toi, tu la remontes au 19e siècle sur des choses non dites peut-être, pas dites, oubliées ou niées. Le 19e siècle, il est effacé par le centenaire de la colonisation française en 1930. Lorsqu'existent les fêtes du centenaire en France de la colonisation de l'Algérie, ce sont d'énormes fêtes grandioses qui sont célébrées et qui se concluent d'ailleurs par l'exposition coloniale de 1931 avec 33 millions de visiteurs. C'est-à-dire que le centenaire de la conquête efface complètement toute antériorité d'une présence islamique, musulmane, et j'allais presque dire même presque juive aussi, dans ce qu'on appellera l'Algérie. C'est-à-dire que la référence en 1930, c'est la référence à la latinité de l'Algérie. C'est-à-dire la méditerranéité de l'Algérie, sa latinité, donc son christianisme. Et donc on efface par conséquent la présence autochtone originelle qui est composée grosso modo de berbères judéisés ou musulmans pour donner la primauté à une écriture d'histoire en 1930 qui est celle de ceux qui viennent d'arriver, qui sont des pionniers, qui ont fabriqué le pays, qui l'ont construit, conçu, développé, dessiné sa frontière avec le Maroc. Ouh là là, que de problèmes. Etc., etc. C'est-à-dire que 1930 marque l'apogée en fait de la réécriture de l'histoire à un point tel qu'aujourd'hui en 2030, lorsqu'on dit qu'il y a eu des massacres et que la guerre de conquête a duré 50 ans, personne n'est au courant en France. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que la conquête de l'Algérie a commencé en 1830-32 et qu'elle s'est achevée, pourrait-on dire, en 1904 avec le Sahara. C'est-à-dire qu'elle a duré plus de 50 ans, la conquête de l'Algérie, avec des massacres, des guerres, des conquêtes, des enfumades. Enfin, je ne vais pas ici faire la litanie des atrocités et des pratiques génocidaires qui ont existé en 1845, en 1852, par exemple, à la ville de Larouat, dans le Sahara, a été entièrement rasée par l'armée française. Et d'ailleurs, il y a un très beau livre qui vient de sortir d'un écrivain qui s'appelle Xavier Leclerc, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Ahmed Taïd Taleb, où il raconte pourquoi il a changé de prénom. Oui. Parce que c'était très difficile pour lui de se faire éditer. Fermons cette parenthèse. Mais c'est un très beau livre chez Gallimard, parce qu'il raconte un dialogue entre un écrivain avec une petite fille de 8 ans qui a été décapitée, dont le crâne a été rapporté par un médecin français au Musée de l'Homme à Paris, puisqu'il y a 3000 crânes déposés au Musée de l'Homme venant des conquêtes coloniales, et dont certaines sont réclamées par les pays d'origine aujourd'hui. Fermons aussi cette parenthèse. Et donc ce livre c'est un très beau livre, parce qu'il y a ce dialogue qui restitue en fait le paysage culturel et social de toute une population qui a été déracinée, déplacée, à l'intérieur d'un espace absolument gigantesque qu'est l'Algérie, grand comme 5 fois la France. C'est un peu la conquête du Sud comme a été la conquête du Far West, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et donc on a par conséquent un effacement de toute cette histoire du 19e siècle, avec un début d'histoire entièrement renouvelé et réécrit par le centenaire, avec la présence du président de la République qui va se déplacer à Alger, Jean Renoir qui fera un très grand film sur la conquête de l'Algérie, aujourd'hui oublié, parce qu'ensuite Renoir est devenu très à gauche, donc il a fait oublier le film qu'il a écrit avant, qu'il avait fait avant. Donc on a comme ça toute une réécriture d'histoire qui fait que dans l'imaginaire collectif français, il est impensable et impossible de quitter l'Algérie. C'est la France. L'Algérie, c'est la France, comme disait François Mitterrand, bien sûr, ministre de l'Intérieur, en 1954. Il est impensable de quitter ce territoire. C'est pas possible. C'est totalement intégré à l'imaginaire français au même titre que la Savoie, que la Bretagne ou que la Corse. Ça fait partie de la France. Donc on peut bien accorder
des négociations pour Avant même l'indépendance la de Savoie. Avant même la Savoie. La Savoie, c'est 1860. L'Algérie, c'est 1845, le rattachement administratif. Donc, on peut accorder l'indépendance à la Tunisie, au Maroc, faire les accords avec l'Indochine en 1954, suite à la défaite de Dien Bien Phu. Bien sûr, pourquoi pas? Et Mendes va le faire. Mais l'Algérie, non. L'Algérie, c'est pas possible. Parce que l'Algérie, c'est la France. Et donc, négocier, entrevoir la possibilité de la séparation, quelque part, c'est l'abandon ou la trahison d'une partie du territoire français. Et donc, la question de l'antigaullisme, qui va naître à ce moment-là, et qui va être développée par ce qu'on va appeler l'extrême droite française, ne disparaîtra jamais. Oui, j'allais venir à aujourd'hui. De la société française. Il ne disparaîtra jamais. C'est quoi le ferment de la déchirure actuelle, au-delà du... C'est le nationalisme. Oui. De Moi, part et je d'autre. pense que de part et d'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a effectivement un conflit entre deux types de nationalisme qui s'affrontent toujours. C'est ça le problème. D'où le recours à l'histoire longue, évidemment, pour comprendre tout ça. C'est qu'on a effectivement un nationalisme français blessé par cette crise de 1962, l'indépendance de l'Algérie, mais sans l'avouer, parce qu'on est en plein dans la période des Trente Glorieuses, de la consommation, et la magie du verbe du général de Gaulle, qui réussit à transcender tout ça par ses discours de Phnom Penh, de Mexico, qui nous fait apparaître comme leader du tiers-monde, quelque part. Hein. Donc il fait oublier, entre guillemets, la perte ou disons l'abandon de l'Algérie française. Donc c'est très important. Et donc, par conséquent, on a un nationalisme français de rétractation, puisque l'Algérie, en devenant indépendante, les frontières de la France rétrécissent considérablement, puisque les frontières avec les douaniers, c'était les frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, la Libye, la Tunisie. C'était ça, la France. C'était là où il y avait des douaniers. Hein. Il n'y a plus tout ça. C'est fini en 62. C'est terminé. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un nationalisme français qui va sans cesse, peut-être, vivre dans la grandeur de ce passé qui a disparu et qu'on va essayer de rappeler sans cesse, avec au cœur de tout cela, bien sûr, la trahison des élites, et principalement celle du général de Gaulle, qui est sans arrêt et sans cesse vilipendée. Mais du côté algérien, le nationalisme, lui, sera un nationalisme aussi de repossession. Sera un nationalisme forcément issu d'une culture de guerre contre la France. C'est-à-dire que toute la question de la légitimation du pouvoir politique et des pouvoirs politiques qui vont se succéder pratiquement depuis l'indépendance et même avant, dans la construction du nationalisme, c'est le fait de la séparation ou pas avec la France. Est-ce qu'il faut ou pas se séparer avec la France? Certains estiment, comme Messali, qu'il faut se séparer avec la France, mais d'autres vont pendant très longtemps hésiter à se séparer de la France. Je pense à Ferhat Abbas, qui lui va essayer de jouer la carte du fédéralisme, de l'autonomie, de ce qu'on pourrait appeler l'indépendance d'association, ce que voulait d'ailleurs, par parenthèse, le général de Gaulle, mais qui n'a pas réussi à imposer. Fermons cette parenthèse. C'était la position de Camus aussi. Donc on a par conséquent, dans le nationalisme algérien aussi, deux types de conceptions. C'est-à-dire que la conception d'une volonté de couper les liens avec la métropole coloniale, mais de les couper absolument, y compris sur le plan linguistique. Et au contraire, on a une conception qui vise à rester en lien avec l'ancienne métropole coloniale, compte tenu du fait que l'Algérie, comme la France, sont des pays méditerranéens. On va faire un dernier petit tour de table avant de vous laisser la parole. Anne-Charline, je reviens vers toi. On a évoqué le général de Gaulle. On a évoqué, avec Benjamin tout à l'heure, début de la 5e, la fin de la 4e. Juste, j'entends parfois dire que la 5e est d'un coup d'État. Tu entends ça aussi? Très légal, alors. Alors, qu'en penser? Alors, parce que les fossoyeurs de la 5e disent que la 5e est mal née, qu'elle est née d'une sorte de coup d'État légal, mais d'un coup d'État quand même, d'un coup de force au moins. Au-delà même qu'elle ne soit plus adaptée au temps présent, c'est que le ver était déjà dans le fruit à l'origine. Qu'en penses-tu? Alors, j'abonde complètement dans la position de Vincent. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose tous les quatre, parce que je me dis qu'au fond, en plus, tout ce qui réunit un peu cette angoisse qui crée le fait qu'on ait besoin de faire des livres, c'est les nationalismes. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'au fond, dans ce monde ouvert, le retour à la nation est quand même ce qui est le point commun, aussi, à mon avis, aux États-Unis, en Israël, en Algérie, en France, de beaucoup d'angoisse sur l'histoire. Et je pense aussi que ce qui nous relie tous les quatre, c'est
c'est d'avoir travaillé sur des mots valises comme ça, sur lesquels en fait on peut plaquer des concepts politiques et qui ensuite sont complètement vidés de leur sens. Alors moi, en tant que juriste, je suis au scalpel sur les définitions et j'avoue que coup d'État, c'est... Alors, quand on le définit dans l'histoire, le coup d'État, c'est justement prendre l'État d'un coup, lui frapper un coup en plein cœur pour le détruire et pour créer autre chose à la place. Alors, en quelque sorte, chaque changement de régime peut donc être conçu comme un coup d'État au sens large, même si... Il faut pas, quand on parle de 6e République, je rappelle très souvent qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On a, à chaque fois qu'on a changé de République, ou vécu un coup d'État ou une guerre. 1789 qui nous amène à 1791, notre première constitution. Ensuite, on la suspend en 1793 par la terreur. C'est des exécutions capitales tous les matins. 1795, le Directoire qui se termine en 1798-19 par le coup d'État napoléonien. La 2e République en 1848, elle s'arrête en 1852 par un coup d'État napoléonien, mais là, cette fois-ci, c'est le neveu. 1875, 3e République, c'est la défaite de Sedan, Napoléon III qui échoue, qui de ce fait crée une république provisoire. Le provisoire jusqu'en 45, Deuxième Guerre mondiale, on change donc de constitution en 46, et 58, c'est la seule fois où nous arrivons à constituer un nouveau régime de manière pacifique. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de prise autoritaire du pouvoir, même si au fond on peut reprocher. Voilà, alors il y a la guerre en Algérie, mais je veux dire, c'est pas la guerre mondiale qui nous a amené à nous dire on suspend l'ordre légal. 100 000 soldats français en Algérie à ce moment-là. C'est vrai, et c'est uniquement cela qui. Benjamin, bien sûr. Tu nous rappelais qu'il y avait 400 000 soldats français en 58 sur le terrain. 400 000 soldats français. Donc bon, c'est vrai que cette guerre d'Algérie, c'est d'ailleurs c'est ça qui sonne le début de la Ve République, puisque je rappelle la formule de René Coty, qui va appeler le plus illustre des Français, c'est-à-dire le général de Gaulle, pour régler le conflit. Et le général de Gaulle est assez honnête quand il vient se présenter devant l'Assemblée nationale pour demander la confiance. Maintenant, ce terme-là, tout le monde le connaît, grâce à François Bayrou. Eh bien, le général de Gaulle vient demander la confiance, et il est très honnête, il dit de toute façon, cela ne se fera pas dans le cadre constitutionnel de la 4e République, je ne peux pas le faire. Et donc, il vient réviser le mode de révision de la 4e République pour essayer de rendre les choses plus faciles pour créer un nouveau régime. Il consulte à peu près tous les parlementaires de la 4e République. Il prend des représentants de chacun des grands partis représentés à l'Assemblée et en un été, il crée une constitution sur laquelle il consulte ensuite le peuple par référendum pour savoir comment elle est adoptée. Elle est à peu près adoptée à 90% des suffrages. Donc, en termes de coup d'État, je pense qu'en tout cas, c'est le plus soft qu'on ait fait dans notre histoire. Et je suis pas sûre que le verre ait été dans le fruit par rapport à cette naissance, parce que au fond justement, et c'est pour ça qu'au départ notre podcast il s'appelle Un régime en crise. Oui. Parce que justement il est né de la crise, il est fait pour tenir les crises, et donc moi je pense qu'au contraire, ce qui est dans le fruit, c'est cette idée de la ténacité. C'est un régime qui fait la synthèse de notre histoire entre notre énorme culture du chef et la forte tendance parlementaire qui a fait aussi les belles heures de notre histoire. Et donc quand en 58 on appelle le général de Gaulle, on sait qu'il va mettre en place ce projet-là depuis Bayeux en 46, donc on n'est pas véritablement trahi par le projet politique, et je suis pas sûre d'ailleurs qu'on puisse tout mettre sur la tête du général de Gaulle par rapport à cette culture de l'homme fort. Beaucoup de présidents après lui se sont assis dans ce trône créé par 58. Et moi, il me semble que cette constitution, née de ces circonstances-là, elle a justement un cuir solide pour essayer d'envisager toutes les hypothèses qui pourraient la tuer, et, sauf peut-être celle d'un président qui n'apprend pas bien l'alternance des pouvoirs politiques. Je ne sais pas si tu as lu le passage, enfin, tu as lu l'interview d'Alain Minc ? J'ai lu l'interview d'Alain Minc que j'ai eu en plateau hier soir, qui nous a dit que c'était incontestablement le pire président de la Ve République et qu'il espérait que ça n'en soit pas le fossoyeur. Et c'est exactement mon souhait aussi. Pas tant par rapport à la question de la 6e République ou du renouvellement de la 5e République, mais ce qu'il faudrait, à mon avis, qu'on arrive à ne pas créer, et je pense que ça vaut pour tout ce qu'on a étudié ensemble, c'est une scission entre le politique et le peuple, qui est quand même la définition de la démocratie. Et pourtant, cette idée de deux plaques qui ne se rencontrent plus, elle est présente dans tous les discours. Et quand on voit le dernier baromètre du Cevipof, où on a 62% des personnes qui se sentent prêtes à basculer dans un régime autoritaire, je me dis, est-ce qu'après le général de Gaulle, le coup d'État, il aura la même saveur que celle de 58 ? Je n'en suis pas certaine. Voilà qui nous fait une transition vers Donald Trump.
juste sur la question du pouvoir politique et du pouvoir des citoyens, il y a une interview formidable d'un jeune homme qui avait tout vu de la nécessité de l'horizontalité, du hiatus entre la temporalité, du présidentialisme dont on est malade. Tu sais qui c'est ? Emmanuel Macron en 2011, dans la revue Esprit. Ouais, vraiment ? Alors, est-ce que l'Amérique vit un coup d'État aujourd'hui ? Alors, avant de te répondre directement, je vais moi aussi lancer un appel aux arènes pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Parce ça s'appellerait crise. Il y a un point commun à tout ce qu'on est en train de dire, c'est la part du militaire dans les sociétés qu'on étudie. Oui. Elle est évidente en Israël. Je vais revenir sur les États-Unis. Je pense qu'en Algérie, elle est présente. En France, elle est souvent niée, elle est souvent cachée. Elle est très présente en 1958, ça a été rappelé. Elle est présente aussi dans la société française aujourd'hui. Je crois que les attentats et les réflexions sur les lois d'exception et l'attitude par rapport à l'intervention des forces armées aussi, hein, qui ont pu avoir lieu dans l'histoire récente française, est un peu un impensé de la France actuelle. On vit comme si on était une société en paix, mais je ne pense pas qu'on soit une société en paix, pas plus que la société israélienne, ça tu en seras d'accord Vincent, et la société états-unienne. Un élément que j'ai souhaité, et qu'on a souhaité avec Thomas, ajouter dans le livre, et ça explique le rapport au coup d'État, parce qu'on ne peut pas penser à la notion de coup d'État sans avoir en tête cet arrière-plan lié à la militarisation de la société. Je pense qu'aujourd'hui, la société états-unienne, et sans doute c'est un autre point commun avec la société israélienne, est l'une des plus militarisées au monde. Moi, c'est un des rares lieux où je vois encore des militaires partout, en tenue militaire, hein, dans les aéroports, partout, vous les voyez circuler. Mais les chiffres sont assez impressionnants, je vais vous les donner très rapidement. Vous avez 16 millions d'anciens combattants aux États-Unis aujourd'hui. 16 millions de la guerre du Vietnam aux guerres récentes. 16 millions de personnes aux États-Unis ont porté... et qui sont électeurs, bien sûr. Vous avez 2 millions de soldats, et qui ont des familles, 16 millions. Dans l'armée active ou la garde nationale. Ça fait 18 millions de personnes. Si vous ajoutez, comme ça vient d'être dit, les familles, vous multipliez par 2 ou 3 ou 4, vous avez 60-70 millions de personnes qui, de près ou de loin, sont très proches du militaire. Et si vous ajoutez le fameux complexe militaro-industriel, qui est très fort, hein, l'industrie de l'armement est l'une des industries qui embauche le plus aux États-Unis, notamment dans les États du centre, hein, les États trumpistes. Vous avez beaucoup de bases militaires et d'armées et de logistique et d'entreprises. On a une des sociétés les plus militarisées qui soit. Et ce qu'on évoque dans le livre, c'est l'importance de cette militarisation sur le discours politique. Aujourd'hui, le discours politique aux États-Unis est l'un des plus violents qui existent. Hein, et les historiens et les historiennes ont donné un nom à cela pour l'entre-deux-guerres en Europe. Ils ont parlé de brutalisation. Alors, le concept est discuté, débattu, mais peu importe. Moi, je le trouve intéressant parce qu'on voit très bien à quel point la société états-unienne est une société brutalisée, au sens qu'on a pu donner au départ, dans le langage politique, dans la manière de parler, de s'exprimer, de parler de l'autre. On a des références qui sont totalement empruntées au champ militaire. Ennemi, abattre... Kirk récemment est comparé à un martyr, quelqu'un qui est mort au combat. Ouais. On parle de guerre culturelle. Et là, le mot guerre avec Kirk a pris une référence très forte, hein, une prégnance symbolique extrêmement forte. Et donc, je pense que cet élément de la militarisation, il est essentiel. En Algérie, je pense que la question du militaire est essentielle. Israël, la France, avec cet impensé français aussi, la guerre. Même si on les face, même si on veut pas, et même si ces démocraties se considèrent comme des démocraties en paix, elles ne le sont pas du tout. La France ne l'est pas. La France, il y a des lois d'exception, on doit les appliquer, les plans Vigipirate, etc. Il y a eu beaucoup de travaux sur les conséquences des attentats, hein, sur le monde enseignant, sur les élèves et sur la société française. On a été quand même très profondément marqué par cela. Ouais. Et on a des réflexes aussi. On ne peut pas comprendre ce qui se joue là aujourd'hui sans avoir en tête ce militaire. Alors sur le coup d'État, très rapidement, je ne suis pas forcément d'accord avec le terme de coup d'État, parce que le coup d'État, il y a quand même une implication de l'armée qui est essentielle. Je pense qu'aux États-Unis, encore aujourd'hui, l'armée états-unienne est plutôt républicaine et très légitimiste en matière de république. Il y a même une partie des officiers qui n'aiment pas beaucoup Donald Trump, hein, et qui leur rend bien. Donc, ce qui est gênant avec la notion de coup d'État appliquée à Trump, c'est que pour l'instant, et heureusement, on a une armée qui n'a pas du tout envie de changer de régime ou d'aller vers un coup d'État. Ce qui est plus intéressant, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure,
la prise d'assaut du Capitole en 2021, c'est typiquement ces deux conceptions de la démocratie. Et c'est ce qui rend difficile à comprendre ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que les assaillants du Capitole étaient persuadés de porter en eux la bonne lecture de la démocratie et de la République. Ils ont défendu la République. Ils n'ont pas cherché à créer un nouveau régime, ou à changer de constitution, ou à porter Trump au pouvoir immédiatement. Ils ont commis un acte délictueux, puisqu'ils ont refusé la transition démocratique, ce qui est la base fondamentale de la démocratie. Vous perdez le pouvoir et donc vous le rendez au camp qui a gagné. Là, ils ont refusé cela. Ils ont refusé ce temps essentiel de la transition, la proclamation des résultats. S'il n'y a pas de proclamation, on n'est plus en démocratie et on refuse le jeu démocratique. Mais ils l'ont fait au nom de la démocratie et de la défense de leur vision de la démocratie originelle, comme je le disais, revenir à la fin du XVIIIe siècle. Et vous le voyez souvent dans des reportages ou dans les émissions de Thomas. On voit très bien ces partisans de Donald Trump qui portaient des t-shirts disant que Biden n'était pas un président élu, que c'était un imposteur, ou qui racontent qu'ils sont parfois allés en prison. Ils ont été graciés par Trump, certains d'entre eux, mais ils le font au nom de la démocratie. Et ça, c'est ce qui rend vraiment la situation actuelle très, très compliquée, et que nos références habituelles, coup d'État, fascisme, etc., se heurtent à la dureté du réel. Je ne sais pas s'il y a de la magie. En tout cas, le réel est toujours plus compliqué et nous oblige un peu à changer, c'est ce que disait aussi Vincent, à penser autrement les choses. Et c'est ce qui rend les choses très, très stimulantes, mais aussi très complexes. Coup d'État, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière pour les États-Unis de parler de ce qui est en train de se passer. Un mot pour terminer le tour de table, et après je vous donne la parole pour un petit quart d'heure. Vincent, sur la dureté du réel, je sais que c'est une question qui t'intéresse beaucoup, le réel. En fait, il y a quelques jours, quand le plan Trump a été accepté, etc., je me suis dit comment on fait en tant que démocrate, etc., comment on fait pour reconnaître à Trump le mérite d'avoir imposé ce plan. Enfin, ça pose problème quand même. Et on est au cœur de tout ce dont on est au cœur de tout ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire cette fameuse question de la brutalisation des rapports sociaux, des rapports politiques et des rapports géopolitiques et internationaux aussi. C'est-à-dire que dans un monde de brutes, et Netanyahou est une brute, jouer complètement dans les règles, ça marche pas. Voilà. Donc on est là face à des hiatus, qui sont vraiment vertigineux sur le plan de la philosophie politique, y compris de comment on fait de la diplomatie aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le président Macron a fait ? Je me suis fait pourrir là ces derniers jours parce que j'ai dit on a un président totalement dysfonctionnel sur le plan intérieur, mais qui n'a jamais été aussi bon sur le plan international. Qu'est-ce que j'ai pris ? Mais je maintiens. Franchement, autant au début de son mandat, c'était compliqué sur le plan diplomatique. Sur l'Algérie, Retailleau lui a quand même savonné la planche, mais honnêtement, au Quai d'Orsay, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de rattraper le coup. Mais sur l'Ukraine, sur la Syrie, il a été extrêmement lucide sur la Syrie et il a pris des risques et il a pris les bons risques et on a joué notre rôle et on a réussi d'ailleurs, y compris à embarquer les Américains et les Saoudiens sur la Syrie, on était devant, quoi. Et sur Gaza et Israël, Macron a très 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 bien joué. On l'oublie toujours, mais cette fameuse reconnaissance, c'est d'abord un plan franco-saoudien. Il a embarqué les Saoudiens avec lui. Et donc, il a réussi à modifier un rapport de force vis-à-vis de Trump. Et en fait, c'est ça la question, c'est pour tordre le bras de Netanyahou, il faut quelqu'un d'encore plus brutal et d'encore plus violent et d'encore plus manipulateur que lui. Et donc, on est dans un moment où il faut orienter Trump, puisqu'on a comme un bras armé, quoi, du bon côté, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, en le caressant, faut le caresser. Ah oui, puis alors faut lui dire sinon il ne tourne pas, faut le caresser. Il est beau ton dessin, t'es un génie, tu vas avoir le prix Nobel. C'est vraiment comme un enfant de 4 ans, quoi. Et genre dès qu'il s'énerve, c'est ce que Zelensky a compris. La première fois, il n'avait pas compris. Alors maintenant, vous avez vu, je sais pas, Zelensky quand il parle à Trump, il y a 20 minutes de salam alek, de merci, de mon très haut. Et après, une fois qu'il voit qu'il est... Monsignor. Voilà, machin. Et après, il lui dit, j'aurais bien des Tomahawk, des F-35. Mais c'est dingo, quoi. Et tout le monde se voit faire. Et Macron, pareil, qui va le voir en lui disant... Et en fait, Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a passé son plan, le plan franco-saoudien, en lui disant, mais copie, je sais que t'as rien. Copie-colle, et on va rien dire. C'est vraiment comme le gamin sympa dans une classe. On dirait quoi. Que c'est toi.
Voilà, c'est ça. Et tu peux marquer Trump, machin. C'est ta 8e paix. C'est quoi, sa 8e paix en 9 mois? Enfin, je me souviens plus. Ouais. Mais bon, donc, on est vraiment dans ces notions de brutalisation, cette vision ethno-religieuse du nationalisme. Tu as parlé, Benjamin, de effectivement l'histoire chrétienne qui a été réimposée sur l'histoire algérienne. La vision ethno-religieuse aux États-Unis, elle est évidente. Et puis cette notion de coup d'État, on en parle beaucoup en Israël, comme vous le savez. Et c'est pareil. Coup d'État, pas coup d'État. Alors, il n'y a pas de constitution, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Il y a une Cour suprême, directement inspirée du modèle états-unien. Mais directement inspirée, mais qui n'a pas de constitution derrière. Donc c'est une espèce de Cour suprême, en fait, qui flotte en l'air et qui a créé des jurisprudences assez récentes, en fait, dans les années 1995. La Cour suprême s'est mise à se saisir de sujets de plus en plus larges, alors qu'avant, elle était une espèce de super cour d'appel. C'est technique, mais voilà. C'est juste pour dire qu'en fait, les constitutionnalistes, les juristes israéliens, quand ils sont sérieux, ils disent « mais non, il n'y a pas coup d'État ». Parce qu'en fait, la Cour suprême, elle repose sur une jurisprudence acquise dans les années 1990, quand il y avait encore un consensus politique. Mais en fait, elle est friable, quoi. Elle est friable parce que, et là le verre était dans le fruit, parce que Ben Gourion en 1948, d'accord avec les orthodoxes, ne crée pas de constitution en disant ça va rester ouvert. Voilà. On est en fait, enfin c'est quand même assez passionnant de voir comment tous nos sujets sont hyper interconnectés, et le fait que la Ve République vis-à-vis d'Israël a aussi tourné le dos de la quatrième. Enfin, il y a vraiment des ponts incroyables. Donc il faut que tu fasses ça, Thomas. Tu te débrouilles. Déjà, vous savez, mais il faut que France Inter nous ouvre aussi, parce que les arènes, c'est bien. On a France Inter qui est là. Déjà. Il va nous falloir un petit temps d'antenne, hein, parce qu'on est assez bavard. Hein, c'est un peu le problème. Bon, déjà, tu sais, tu dis il faut le faire, mais j'ai une bonne nouvelle. On vient de le faire. Et pour des gens en vrai. Merci beaucoup. Alors, je sais que les gens qui partent ne le font pas pour nous haïr, mais parce qu'ils ont des tables rondes qui arrivent et qu'il y a une organisation au poil de je ne sais pas quoi, donc précise. Quelques questions, je vous donne un peu la suite quand même du programme, et on vous voit très nombreux. Après la table ronde, dans 10 minutes pile, 12 minutes, Benjamin, Anne-Charlène, Romain et Vincent signeront leur livre en haut, ici, en haut, à la Maison de la Magie, ici. Moi, je ne les signerai pas parce que je dois foncer au grand face-à-face sur France Inter qui est en direct à midi. Mais de toute façon, les auteurs, c'est eux. Moi, je ne fais que poser des questions. Des questions, en avez-vous? Monsieur? Ouais, des vraies questions. Merci. Ouais, des vraies questions. De toute façon, moi, je suis pas spécialiste, généraliste, ça suffit. Très bien, merci. Et donc, je profite et je vous remercie pour vos interventions multiples et variées. Je vais essayer de faire 2 questions en une, si c'est possible. Une question qui s'adresse dans un premier temps à Vincent Lemire. Vous avez parlé de la date de rupture, puisque c'était les moments fondateurs, 1897 et les années 20. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas retenir également 1967, parce que à partir de cette date, ou en tous les cas avant cette date, on demande à Israël de disparaître, en tous les cas les pays voisins, et après cette date, on demande à Israël de rendre les territoires. Ça, c'est la première question qui s'adresse à vous. Madame Bézina, autre question pour vous. S'agissant du coup d'État ou des coups d'État que vous avez rappelés, la plupart d'entre eux, 93, 99, etc., ce sont des coups d'État qui mettent un terme à la République. Et la question, c'est 1958, c'est un coup d'État ou pas qui mettrait en place une nouvelle République. Donc il y a quand même un élément de rupture. Et vous avez dit que finalement il n'y avait pas de coup d'État, mais les multiples interventions du général de Gaulle durant le mois de mai, par des communiqués de presse, des conférences, etc., est-ce qu'à défaut, c'est peut-être pas un coup d'État, mais est-ce qu'on ne tord pas quand même le bras à la République? Voilà. Merci. Réponse assez courte. Anne-Charlène et puis Vincent. Ouais. Si je vous répondais comme François Mitterrand, je vous dirais que c'est un coup d'État permanent, puisque c'est ce qu'il a dit, son livre, très vite, étant donné que la Constitution est entièrement faite sur cette idée d'un pouvoir assez fort. Encore une fois, je suis pas sûre que si vous voulez, les lunettes du coup d'État soient les bonnes pour voir ce qui se passe en 58. Certes, il y a une prise de pouvoir avec un homme qui va complètement incarner le régime. Il va le réinterpréter aussi avec sa propre pratique, mais pour autant, j'ai le sentiment qu'on
on a réussi à faire les choses quand même dans une forme de légalité qui est due à 40, d'ailleurs. Parce que le général de Gaulle refuse que les pleins pouvoirs lui soient donnés à lui, et il insiste pour que ce soit donné à lui et son gouvernement pour essayer d'éviter tous les traumatismes de l'histoire. Donc, il me semble qu'on a fait les choses dans une forme d'autorité, mais moins pire que ce qu'on pouvait savoir faire auparavant. Merci. Vincent, aussi rapide. 1967. Mais je vais profiter d'avoir le micro aussi pour remercier des gens au sein des arènes. J'allais le faire. On a parlé de. J'allais le faire, très bien. Merci. On a parlé d'Adèle Van Rett, qui était, c'est vrai, à l'initiative de ces podcasts. Oui. Mais après, pour faire les livres, alors c'était Jean-Baptiste Bourrat, qui maintenant travaille chez Taillandier, mais on l'aime quand même. On le voit encore, il est là. Bertie Comar, qui a repris le flambeau avec grand talent. Qui est donc l'éditrice des livres. Voilà, qui est l'éditrice des livres, qui fait aussi d'ailleurs des atlas historiques qui sont super. Dont Vincent vient d'en publier. Avec Christian Gratalou et d'autres. Voilà, et les illustratrices, les cartographes, moi c'était Alizée Depin, il y en a eu d'autres, Delphine Papin bien sûr, les gens de cartographie, enfin bon. Faire un bouquin comme ça dans des délais pareils, c'est un énorme défi, quoi. Et ça, et vraiment, et j'insiste aussi sur une chose, et c'était une des obsessions d'Inter, de moi et des arènes, c'est de faire un livre pas cher. Et franchement, on sait que c'est très cher les livres. Le livre France-Algérie qui est là, il fait 190 pages. 200 pages. Il y a plein de cartes, des inédites, etc. Il coûte 17 €. Franchement, c'est un effort fait. Non, mais peut-être vous trouvez ça déjà cher, mais regardez un peu combien coûtent les atlas. Voilà, c'est comme un atlas. Ouais. Alors 1967 en 2 mots. Moi, pareil pour rester dans la conversation. 1967, évidemment, c'est une bascule. D'ailleurs, c'est une date dans le bouquin. C'est aussi une bascule dans les rapports entre Israël, les États-Unis et la France. Jusqu'en 1965, 1966, 1967, l'armée israélienne, c'est en grande partie une armée française. Les avions israéliens qui abattent au sol les avions égyptiens, c'est des mirages. L'armée israélienne qui prend Jérusalem-Est et la Cisjordanie, elle est habillée avec tous les surplus des stocks de la guerre d'Algérie, avec les chapeaux de brousse. C'est hallucinant. On regarde les photos. Moi, je regarde les photos de la destruction du quartier maghrébin en 1967. Je dis, mais c'est pas possible, c'est des soldats français du contingent. Bah ouais, en fait, on leur a vendu, la France leur a vendu les surplus de. Voilà. Et jusqu'en 1964, n'oubliez jamais qu'il y a un embargo aux États-Unis sur les ventes d'armes à Israël. Un embargo. Il n'y a pas une arme états-unienne qui rentre en Israël jusqu'en 64. Et 64, c'est la bascule, et c'est aussi De Gaulle, c'est-à-dire que la France considère que Israël a déclenché cette guerre. C'est une guerre préventive, la guerre de 67, et que donc il est responsable. Donc il n'y a plus d'armes françaises. Mais la France a déjà livré l'arme nucléaire à Israël dans les années 50, donc ça c'est fait. Et l'armée israélienne va devenir une armée états-unienne. Je rappelle juste ça, parce que tout est réversible en histoire. Et les armes états-uniennes pourraient, un jour, ne plus arriver en Israël. Et puis la deuxième chose sur 1967, mais je vais aller beaucoup plus vite, oui. Je te promets. C'est pas pour moi, tu sais. Si, c'est sur la question, à partir du moment où on a des territoires occupés, ah oui. Se séparer ou pas, pour reprendre ce que tu disais. Et aujourd'hui, il y a chez les militants israéliens et chez les militants palestiniens cette question-là. Est-ce qu'il faut une indépendance? Est-ce qu'il faut une indépendance association? Est-ce qu'il faut un État binational? Est-ce qu'il faut 2 États confédérés, etc. En fait, ces questions de comment on se décolonise, c'est des questions qui sont posées toujours aux colonisés et aux colonisateurs. Et c'est toujours les mêmes questions, en fait. Et c'est toujours le même répertoire de réponses potentielles, finalement. Une question encore, s'il y en a une. Malheureusement, non. Si, une question devant, monsieur. Qui sera donc la dernière question, la deuxième et la dernière. Vous voyez, on a fait beaucoup de questions. Allez-y. Oui, bonjour. Donc une question pour Anne-Charlène Bézina. L'historien de l'Allemagne et du nazisme Johann Chapoutot explique souvent que pour lui, la constitution de la 5e en France, elle serait en partie inspirée de celle de la République de Weimar, notamment des tendances un peu autoritaires. Il parle d'un personnage qui s'appelle René Capitan, et il dit voilà, en gros, cet homme a joué un grand rôle dans la 5e, et il aurait fait un petit peu le lien entre Weimar et la 5e avec le 49.3, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Pour aller très vite, en fait, la constitution de Weimar...
au départ, elle avait un modèle théorique qui était un peu la constitution du constitutionnaliste. On s'était dit, voilà, on a enfin trouvé des mécanismes assez intéressants. En fait, la seule chose qui fait dire ça, et René Capitan est celui qui va importer ces concepts-là, mais René Capitan n'a pas la même conception que le général de Gaulle, enfin, ça serait trop long à expliquer, mais ce qui est intéressant, c'est le parlementarisme rationalisé. L'Allemagne, aujourd'hui, est un parlementarisme rationalisé, d'ailleurs, a repris cela aussi, Weimar, l'Espagne aussi. C'est cette idée qu'on est obligé de discipliner les majorités quand ça va mal, et en fait, Weimar n'avait pas su créer la limite au bon moment. Donc la Ve République, elle va même un peu plus loin à ce niveau-là, mais en fait, elle a gardé ces racines-là. Et René Capitan avait une conception intéressante, c'est que lui, il secondait ça du référendum presque de manière obligatoire. Et c'est le général de Gaulle qui a choisi que ce soit plutôt la rencontre d'un homme et de sa nation. Donc, au fond, je pense qu'on aurait pu faire dire beaucoup de choses à la Constitution de Weimar dans la Constitution de la Ve, mais en fait, c'est en droit constitutionnel, on appelle ça les transplants, c'est-à-dire qu'en fait, une Constitution, quand vous la créez jamais ab initio. Il y a toujours des influences étrangères, historiques, et donc en fait, on pourrait considérer que notre Constitution de 58, c'est notamment parce qu'elle a changé en 2008, on a emprunté au régime présidentiel américain en se disant on ne veut pas plus de 2 mandats successifs de notre président de la République. On voit ce que ça donne aujourd'hui. De suite, exactement. On a des emprunts au régime britannique. Ça, c'est Michel Debré qui est très attaché à cette doxa britannique. Et on a surtout beaucoup d'emprunts à notre 3e, à notre 4e République, à notre ADN historique. Donc, oui, la Constitution, elle est faite de plein de choses. Voilà. Encore une fois, c'est pas forcément, à mon avis, la coquille qui est aujourd'hui à l'origine de la crise que nous vivons. Merci. Parfait. Merci beaucoup.